Bon, on va commencer parce qu'on est déjà un petit peu, on s'est réorganisé, que là on va avoir, on est prêt à commencer. D'abord, bienvenue à cette table ronde sur la part du mouvement étudiant dans la création du département d'anthropologie à l'Université Laval. Merci d'être là, de vous joindre à nous. On va avoir pour la discussion d'abord sur le programme on avait donc Pierre Joubert, Michel Audet et Jean-Noël Tremblay qui malheureusement ne sera pas avec nous aujourd'hui parce que il y a eu un contrat comme consultant en France qui ne pensait pas qui était pour être effectif, puis finalement il a dû partir en France il y a 2 semaines. Donc il ne sera pas avec nous. La participation de Pierre Joubert et de Michel Audet est des plus pertinentes à la thématique d'aujourd'hui. Pierre est arrivé au département de sociologie et d'anthropologie qui avait été qu'on avait mis en place en 1961, dans lequel Marc-Adélard Tremblay était l'anthropologue présent à ce moment, qui était au département de sociologie avant depuis 1956. Donc, 10 ans plus tard, Pierre Joubert est arrivé comme étudiant et l'année suivante, en 1967, Michel Audet. Donc, ils ont été impliqués dans la création du département comme d'autres étudiants de l'époque, avec les professeurs, les professeurs qui s'étaient joints d'abord à Marc-Adélard Tremblay avec Nancy Schmidt et également Albert Doutreloup qui était là d'abord, et ensuite on a Renaud Santerre, Pierre Bocage et Paul Charest se sont joints là, dans l'équipe de professeurs de la section anthropologie. Donc, pour faire quand même rapidement, c'est ça le passage. Bien sûr, mais Pierre Joubert et Michel Audet vont être au département jusqu'en 1974 où ils termineront leur maîtrise. Ils vont faire une carrière pas ni au département d'anthropologie, mais dans d'autres milieux, comme avec leur formation d'anthropologue qui va les suivre de près, qui va être quelque chose qui va amener à intégrer l'anthropologie à l'intérieur donc de la société québécoise. Michel Audet est professeur retraité maintenant de la faculté des sciences d'administration. Toujours actif maintenant comme étudiant. On en reparle. Michel qui a débuté un doctorat pour son projet de retraite. Et Pierre Joubert qui est en processus là, de retraite à la direction de l'Institut de santé publique du Québec. Donc, dans lequel plusieurs étudiants d'anthropologie ont été intégrés au fil des années. Donc, je vais m'en limiter là. Simplement mentionner, je travaille sur l'histoire du département, puis sur l'histoire de l'anthropologie au Québec. J'ai commencé en 1999 une petite recherche qui s'est précisée cette année particulièrement. On a fait plusieurs entrevues cette année, dont avec Pierre et Michel. Donc, ici, la pertinence d'autant plus de votre participation est aussi pour préciser l'historique que j'ai pu écrire, qui va être imprimé et disponible à la fin de la semaine. On voulait attendre la table
certaines précisions qui pourraient bonifier donc l'écrit de l'historique. Donc je m'arrête là. Je vais lancer un peu la discussion en disant à Pierre et Michel d'abord, puis joignez-vous. Il y a un micro qui est à l'arrière. Sinon, vous pouvez essayer aussi, si vous avez l'intonation suffisante, de le faire de votre place. Donc, Pierre, Michel, peut-être revenir sur, nous remettre dans le contexte des années 67, 68 jusqu'à 70, qui est la création officielle du département. Je vous laisse la parole. On va y aller un peu en vrac, en parlant, comme on a fait avec Samuel lorsqu'il nous a rencontrés. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas dans ma perspective actuelle, avec le recul, c'est que... Est-ce que vous m'entendez? Donc, avec le recul, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était dans une période de grande effervescence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas juste le 40e anniversaire du département qu'on souligne cette année, il y a aussi le 40e anniversaire de la crise d'octobre. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que la création officielle du département, c'est le 13 octobre, et c'est en plein pendant le 13 octobre. Mais c'est évident que tout ça s'est préparé. Autant les événements politiques que les événements du département se sont préparés sur plusieurs années. Quand je suis arrivé à la Faculté des sciences sociales, ma première déception, ça a été de constater que je n'entrais pas en anthropologie. Alors que j'avais choisi au Collège classique l'anthropologie, j'étais même à Victoriaville, le premier qui prenait, lorsqu'il y avait la prise de ruban, qui optait pour un choix aussi explicite. Le deuxième a été Denis Blondin, pour ceux qui me connaissaient aussi, étudié au département. Donc j'arrive à la faculté et je constate que je ne fais pratiquement pas d'anthropologie, sauf le cours de M. Tremblay, qui nous commençait à nous initier la recherche empirique, mais encore là, c'était pas typiquement anthropologique, c'était la recherche au sens large du terme. Et donc, dès 68, au moment où il y a eu toutes sortes de mouvements étudiants, de revendications dans les cégeps, dans les universités, des occupations, la tour de l'université a été occupée pendant plusieurs semaines, a germé l'idée avec un groupe d'étudiants de dire qu'il faudrait qu'on s'implique pour soutenir un mouvement qui irait dans le sens de la création d'un département. Et on a commencé à initier différentes opérations, et aussi parce que certains profs, comme Renaud Santerre, nous avaient stimulé pour qu'on participe à la gouverne de la section d'anthropologie. Ce qui faisait en sorte que les étudiants et les profs étaient quasi paritaires dans nos structures semi-départementales, et qu'on travaillait à construire ce département qui a vu le jour en 70. Et donc, on s'est progressivement impliqué dans différentes activités. On s'est confronté à des étudiants de sociologie qui étaient soutenus par des profs de sociologie qui ne voulaient pas, eux, du département, quelques-uns, entre autres, qui sont vraiment battus bec et ongle pour pas que ce département soit créé. Et on a profité de la vague du mouvement étudiant pour occuper le bureau du doyen à l'époque. Pendant quelques jours, avec, on appelait ça une petite cellule, on s'était peut-être inspiré du FLQ, je ne sais trop. Il y avait deux cellules, une cellule qui soutenait ceux qui occupaient la faculté, parce que les étudiants couchaient là pendant quelques jours, et une cellule qui rédigeait des tracts. J'en faisais partie avec Serge Genet et Jean-Noël Tremblay en particulier. Et il y avait aussi Denis Lachance qui nous soutenait, et le secrétariat était fait bénévolement par Monique Brideau, pour ceux qui l'ont connu. Donc, on travaillait la nuit pour écrire des tracts qu'on distribuait le lendemain matin, dans la journée, aux étudiants, non seulement de la section d'anthropologie, mais de toute la faculté, pour initier le mouvement. Et de fil en aiguille, ce mouvement-là, évidemment, a pris de l'ampleur. L'occupation n'a pas duré des mois, a duré, je ne me souviens pas combien de jours, en tout cas quelques jours, peut-être une semaine, en tout cas partout, je n'ai pas le souvenir exact. Mais toujours est-il que ça a donné lieu, évidemment, à un autre mouvement, plus administratif, politique, sociopolitique, si vous voulez, où l'université a réalisé qu'il y avait, c'était un mouvement sérieux. Et ça nous a amené à rédiger un mémoire collectif auquel étudiants et professeurs ont participé
Paul, Serge, Renaud. En fait, il y a vraiment un document substantiel qui a été étudié, pour ne pas dire épluché en québécois, par les instances de la faculté et de l'université. Ils avaient même mis en place un comité qui était présidé, je crois, par Vincent Lemieux, si je ne me trompe, qui a étudié la question pour en venir à l'aboutissement le 13 octobre 1970 de la résolution de l'université d'abolir le département de sociologie et anthropologie et d'en créer deux nouveaux, un en sociologie et un en anthropologie. Donc, je vous donne en gros le contexte. Moi, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas un mouvement strictement spontané. Le contexte social dans lequel on était nous amenait les étudiants à vouloir être de plus en plus autonomes. C'était une forme aussi de reconnaissance de notre propre identité. Ça faisait partie des mouvements de la société québécoise et dans le fond, c'était de dire on est capable de s'affirmer, on est capable de se gouverner et on va le faire avec les professeurs pour mettre en place ce département. Je vais céder la parole à Michel, je vous donne des grandes lignes, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que l'année 70, en bout de piste, a été une année marquante au Québec. En plus de la crise d'octobre, ça a été l'année de la loi d'assurance maladie. Je veux souligner pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qu'en même temps qu'il y avait la crise d'octobre, il y avait le débrayage des médecins spécialistes. On a abouti à la loi d'assurance maladie. C'est la même année que paru L'Homme empaillé de Gaston-Miron. C'est la même année qu'il y a eu une nuit de la poésie. C'est la même année qu'il y a eu des manifestations étudiantes importantes. Donc, vous voyez, on était dans le mainstream, si vous passez l'expression, des revendications étudiantes et ça s'est concrétisé à la faculté par la création du département. Alors, pour ajouter un peu à ce que Pierre a dit, je vais dire quelques mots sur un contexte que j'appellerais socio-démographique assez large à l'échelle du Québec pour indiquer dans quoi se situait ce que nous faisions. Et ensuite, je ferai l'inverse, je me recentrerai sur les aspects plus scolaires de cette époque-là. Donc, pour ce qui est du contexte socio-démographique, il faut se rappeler que notre groupe d'âge, celui de Pierre, de moi, même de Renaud, qui, je pense, a moins de 10 ans de plus âgé que nous, Renaud, Paul, Serge et autres, nous étions un groupe d'âge qui occupait beaucoup de place dans la pyramide des âges de l'époque et qui continuons d'occuper passablement de place, même s'il y a de moins en moins de gens de notre groupe d'âge. Et ce seul élément-là avait un effet assez massif sur la dynamique générale qui prévalait au Québec à cette époque-là. Deuxièmement, nous étions des dernières cohortes des collèges classiques. Et ça signifiait que nous étions les dernières personnes qui avions accès à l'université du côté des humanités et des sciences du social, alors que du côté de génie et des sciences, il était possible d'y avoir accès après une 11e scientifique à cette époque-là, dans certaines conditions. Nous étions donc vraiment les derniers. Et nous savions que les premiers de la nouvelle vague faisant suite à la réforme scolaire allaient nous suivre de peu et qu'ils voulaient entrer de manière massive là où nous avions le sentiment d'être des privilégiés. J'ai presque envie d'ajouter qu'ils ne méritions pas davantage que ceux qui ne pouvaient pas être admis d'y être. Et ça jouait dans notre désir de transformer les choses. Je veux ajouter aussi que la faculté des sciences sociales était pour la majorité d'entre nous, sinon pour tous, était un symbole important. La faculté des sciences sociales, dans nos esprits à tout le moins, avait été l'opposition officieuse au Québec depuis la fin des années 30. Et en particulier depuis le milieu des années 40, depuis l'immédiat après-guerre. Et de se retrouver à 20 ans, qui était l'âge de nos arrivées dans la faculté à cette époque-là, de se retrouver à 20 ans dans une faculté qui, depuis au moins une décennie, poussait pour un changement de régime,
disons, de régime, peut-être pas de régime politique, mais pour un changement de gouvernement dans le régime politique dans lequel nous étions, c'était assez enthousiasmant avant même d'avoir levé le petit doigt et d'avoir fait quoi que ce soit. Donc ce contexte en était un de bouillonnement général, et il arrive, c'est grâce à nos parents, que nous étions, à la ligne de front de ce mouvement important à l'époque, à tout le moins à nos yeux. Et que nous ayons eu raison ou tort n'avait aucune importance, puisque nous agissions en fonction de ce que nous croyions. Et nous croyions que nous faisions partie d'un groupe qui pouvait transformer les choses. Alors, Pierre disait qu'il était le premier à la prise de ruban de Victoriaville à avoir choisi l'anthropologie. Ce n'était pas mon cas, j'arrivais de Montréal, mais je suis venu à Québec pour étudier en anthropologie. Il n'y avait absolument aucune autre raison pour moi de venir à Québec. Et c'était à la suite d'une rencontre avec M. Tremblay, que j'avais rencontré en mars 67, donc à peu près à l'époque où il fallait faire les demandes d'admission. Et M. Tremblay, je l'avais trouvé plus convaincant que son homologue de Montréal, où j'avais aussi été fermé de voir, c'était Lionel Vallée, que j'avais rencontré à Montréal. Et c'était donc une première carte qu'il avait abattue en rendant la faculté plus intéressante que celle où se trouvait l'anthropologie à Montréal. La deuxième carte, c'était Bernard Salanet d'Anglure, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est reparti du continent il y a peu de temps. Et j'avais rencontré aussi, pendant le même mois, Bernard Salanet d'Anglure, qui m'avait dit qu'il ne savait pas s'il enseignerait à Montréal ou à Québec l'année suivante, mais qu'il savait qu'il enseignerait au Québec. Et j'ai donc fait des demandes d'admission aux deux endroits. J'ai été admis aux deux endroits, puis l'été venant, il me fallait choisir. Et là, j'ai appris que Bernard Salanet d'Anglure venait à Québec comme professeur invité. Et comme j'avais choisi l'anthropologie pour aller chez les Inuits, et que Bernard était celui qui, à l'époque, dirigeait les travaux dans ce domaine-là, je suis venu à Québec. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous indiquer que quand j'ai mis les pieds à Québec, c'était pour étudier. C'était pas pour m'amuser, c'était pas pour visiter la capitale, c'était pour étudier. Et je me souvenais que M. Tremblay avait raconté au mois de mars, il avait fait son boniment là, de quelqu'un qui ne pouvait pas offrir un baccalauréat en anthropologie pendant 3 ans. Alors il m'avait expliqué combien c'était mieux qu'à Montréal que d'avoir une année de tronc commun en sciences du social à l'échelle de la faculté. Et j'avais acheté ça. Moi, je m'étais dit, oui, ça a tout à fait du sens de pouvoir être capable d'échanger avec des confrères futurs politologues, futurs économistes, futurs spécialistes des relations industrielles, etc. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma première année, à l'automne 67, je n'étais pas du tout déçu d'être dans un tronc commun, alors que Pierre semble l'avoir été un peu. C'était tout le contraire. Je savais à l'avance que ce serait le cas et j'avais fait mien les motifs qu'avait évoqué M. Tremblay pour qu'il en soit ainsi. Donc la première année s'est déroulée vraiment en mode tronc commun, mais un tronc commun dans lequel se créaient déjà les distinctions. On occupait des salles qui n'existent plus. Prenez les disons ABC, ben, un ABC, c'était un A à l'époque. Il y avait là-dedans 275, 300 places, quelque chose comme ça. Et on se retrouvait tous en stabulation libre dans ce genre de cours-là. Et puis, en avant, il y avait quelqu'un qui faisait un spectacle avec ou sans micro, ça dépendait qui. Et là, en l'espace de, mon Dieu, je dirais de 2 mois peut-être, les étudiants qui avaient choisi l'anthropologie s'assoyaient à peu près toujours aux mêmes endroits, les étudiants qui avaient choisi la sociologie de même, et ainsi de suite, de sorte qu'on pouvait cartographier les quartiers à l'intérieur des amphithéâtres dans lesquels on étudiait les mêmes cours. Et les anthropologues futurs se parlaient entre eux,
Et là, on s'est mis à examiner ce que serait l'offre de cours de l'année 2, puisque à compter de l'année 2, nous étions en anthropologie, je dirais, une fois pour toutes, de manière complète. Et l'offre de cours à l'époque, en 67-68, telle qu'on l'envisageait pour 68-69, était assez imprécise, parce qu'on ne savait pas encore de manière sûre si les Renaud, Pierre Bocage et Paul Charret arriveraient, et s'ils arriveraient, à quel moment. Donc il y avait une grille horaire potentielle qui était conservatrice, puis une autre qui était un peu plus généreuse. La conservatrice faisait appel à davantage de professeurs invités que l'autre, mais tout ça pour dire que pendant l'hiver de 68, on ne savait pas exactement ce que l'on étudierait l'année suivante. On savait seulement que la faculté s'était engagée à nous offrir 10 cours. Donc 5 à l'automne, 5 à l'hiver. Et quand la grille horaire s'est fixée, on a vu qu'il y avait à peu près ça. 10 cours, il y en avait peut-être 11 ou 12 max, là, mais pas beaucoup plus que 10 pour les gens qui sortaient du tronc commun. Alors on était en quelque sorte captifs de l'offre de cours de l'époque, mais ce n'était pas très gênant parce que c'était pour nous le début de notre 17e année d'école, puis ça faisait 16 ans qu'on était captifs de ce que l'on nous offrait. Alors, c'était moins dramatique que ça pourrait l'être aujourd'hui pour un étudiant qui arrive du cégep après avoir connu un secondaire différent du nôtre et un cégep différent du nôtre aussi. Néanmoins, on s'est dit, faut pousser. Puis là, les nouveaux profs arrivaient et voulaient, comme tout nouveau prof, voulaient installer leur propre cours à l'intérieur de ça et faire la place. Donc, rendre possible une offre de cours un peu plus élaborée. Toujours est-il que dans l'intervalle mai 68 en France et dans d'autres pays, au Québec, le temps de traverser en bateau à voile, ça s'est passé à l'automne plutôt qu'au printemps. Et là, il y a eu un mouvement assez général avec l'Union nationale des étudiants du Québec, l'Union générale d'abord, puis l'Union nationale des étudiants du Québec. C'était Claude Charron et compagnie qui menaient le bal à cette époque-là. Alors à Laval, pas plus nono qu'ailleurs, il s'est créé une sorte de mouvement étudiant autour du Carabin et d'autres associations qui se sont jointes à ce journal-là, qui était l'ancien Impact Campus, si vous voulez. Et en anthropologie, on s'est dit, qu'est-ce que l'on pourrait revendiquer de plus intelligent des cours. Et on a fait grève à l'automne 68. C'est pas la grève qui a conduit à l'occupation du décanat pour l'obtention d'un département. C'était une grève beaucoup plus scolaire, pour reprendre le terme que j'ai utilisé un peu plus tôt. On voulait des cours. Et on a fait grève pour ça. Alors, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans. Sécher les cours pour pouvoir en obtenir. Mais à l'époque, ça nous semblait parfaitement sensé de procéder comme ça. Et les jeunes professeurs étaient plutôt ravis de voir qu'il y avait, disons, de l'énergie dans le groupe d'étudiants. Comprenez que le groupe d'étudiants, là, c'est tout cycle confondu, c'est quelque chose comme 40 personnes. C'est pas une masse terrible. L'année précédente, dans un repas où il y avait professeurs et étudiants, on était 38. Alors, ne vous imaginez pas des autobus qui attendent à la porte pour nous transporter. Et cette première grève à l'automne 68 pour avoir des cours a eu le mérite de nous souder, nous, les étudiants et les professeurs. M. Tremblay était embêté parce que sa première allégeance était l'anthropologie. Après tout, il en était le porte-flambeau depuis maintenant une douzaine d'années à cette époque-là. C'était la 13e année où il était à la faculté. Et puis, la filière de la gestion universitaire s'ouvrait pour lui, le vice-décanat à la recherche, puis éventuellement la direction de l'école graduée, ce qui fait qu'il était coincé entre deux feux. Il voulait soutenir le mouvement
du développement de l'anthropologie d'un côté, mais sans pratiquer la politique de la terre brûlée vis-à-vis ses collègues de l'autre. Et donc il était, disons, moins flamboyant que les jeunes professeurs nouveaux. Et je pense que son grand mérite à cette époque-là, c'est de nous obliger à réfléchir comme il faut avant de faire tel ou tel geste. Et ma foi, je pense que chaque fois, on a réfléchi aussi bien que l'on pouvait, aussi bien qu'on nous l'enseignait, à tout le moins. Et c'est comme ça que s'est embrayé l'année 68-69. Les professeurs invités qui étaient de passage, évidemment, ils avaient beau jeu, ils n'avaient rien à perdre, alors ils nous encourageaient à développer l'anthropologie aussi rapidement que possible. Puis une fois qu'ils avaient semé leur message, ben, ils partaient, ils rentraient chez eux, et ils n'avaient pas à supporter les conséquences de ce qu'ils avaient dit. Est arrivé l'année 69-70, que Pierre a bien résumé, je pense, là, en expliquant comment un mouvement un peu spontané s'est organisé, s'est transformé en cellules diverses pour faire un travail. Et c'était, le terme cellule était utilisé par le FLQ depuis 63, mais c'était avant les cellules les plus célèbres de l'année 70, qui étaient les cellules de Libération, Chénier et une ou deux autres. On n'était pas aussi prétentieux que ces cellules-là, mais on se voyait s'organiser pour obtenir ce que l'on croyait devoir être obtenu. C'est comme ça que je poserai les choses. Vous comprenez pourquoi Samuel m'a donné la parole au début, parce que j'ai plus rien à dire. Non, pas tout à fait juste. Michel a dit une chose qui est importante. On était venu ici pour étudier. Et ça, c'était vrai pour la majorité du groupe qui était là. On voulait étudier. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ne revendiquait pas pour des choses anodines, on revendiquait pour des contenus courts et des contenus courts de qualité. Et c'est à cause de ce mouvement de fond qu'on s'est rendu compte qu'il fallait poursuivre pour avoir le plus de qualité, c'est d'avoir un département avec vraiment des ancrages, des assises solides, une partie prenante à la gouverne d'un département avec les profs. Et donc, le fait qu'on soit un petit nombre, qu'on ait nos quartiers même dans les salles de cours, ça a fait en sorte qu'il s'est créé des solidarités profs-étudiants assez uniques qu'on ne retrouvait pas ailleurs dans la faculté d'ailleurs. On le voyait parce que lorsqu'on assistait à des assemblées délibérantes avec les étudiants en sociologie, on était vraiment particulier. Je dirais qu'on était à l'intérieur de la faculté une société distincte sans faire de lien trop évident avec la politique québécoise, mais c'est exactement ça. Et on cherchait une souveraineté disciplinaire. Je prends les termes à dessein parce qu'on avait ça un peu en toile de fond. Dans le fond, rompre avec la tradition, essayer de créer quelque chose de neuf, d'être partie prenante d'un mouvement et le faire avec les profs, ça avait encore plus d'intérêt parce qu'on étudiait en même temps qu'on participait à ce mouvement. Et de fait, de participer à ce mouvement-là, ça nous permettait d'échanger sur toutes sortes de sujets. Dans le fond, c'est comme si on avait créé notre propre terrain anthropologique à l'intérieur de la faculté et on se servait de ces ancrages-là pour soutenir des travaux, pour même réaliser les travaux dans le cadre des cours et asseoir les balises de ce qu'est le département aujourd'hui. Et j'ajouterais que Michel a parlé de la contribution de M. Tremblay, mais M. Tremblay, au début, moi quand je suis arrivé, réunissait autour de lui la plupart des étudiants, nous invitait à son domaine des éboulements, on est allé à plusieurs reprises des étudiants, et je dirais que d'une certaine façon, ça commence là, le mouvement de transformation, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on échange, on se rend compte qu'on a des intérêts communs, on se rend compte qu'on veut avoir des cours intéressants, et progressivement, on construit là-dessus. Et lorsque les Renaud Santerre et Pierre Bocage et Paul Charest arrivent, on se dit, là, ils nous entraînent dans un mouvement encore amplifié par le fait qu'ils apportent des contenus. Et là, l'autre élément que je voudrais apporter, c'est qu'à cause du corpus, de l'espèce de captivité du corpus de cours, il y a eu plusieurs professeurs invités. Ça n'a pas toujours été très heureux. Les cours où on avait le plus de plaisir, le plus d'intérêt, c'est les cours des nouveaux profs qui arrivaient de l'étranger après leur formation doctorale et qui
embarquaient dans le mouvement parce qu'eux-mêmes étaient porteurs de cette identité québécoise, si vous voulez, sans que ça soit péjoratif, là. Et ça imprimait les contenus de cours. Les profs invités qui ont eu plus de succès, c'est des profs qui venaient de Montréal. Je pense à Rémi Savard, José Mayotte, qui sont venus ponctuellement, mais qui finalement se sont joints à ce mouvement-là. Et ça a créé un effet d'entraînement important auprès de la faculté qui a réalisé qu'il était en train de se construire quelque chose. C'est sûr que ça a bouleversé la vie de la faculté des sciences sociales. Ça a sûrement bouleversé encore plus l'ancien département de sociologie et d'anthropologie, mais ça a permis de réaliser qu'il y avait une masse critique qui est en train de se constituer et faire en sorte que le département est ce qu'il est aujourd'hui. Et faire en sorte, comme vous allez le lire dans l'histoire, qu'on a eu la chance, Michel et moi, de consulter avec Samuel, de réaliser que c'est devenu, en quelques années, le plus grand département d'anthropologie sociale et culturelle au Canada. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le mouvement a pris ses ancrages dans la cohésion entre les profs arrivants, qui étaient allés se former au doctorat, et le noyau d'étudiants, avec des profs invités québécois. Les profs invités d'origine européenne sont vraiment passés en coup de vent, pour la plupart, et sauf peut-être M. Boutroulou qui était ici depuis longtemps, la plupart des autres ne sont pas restés et ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait. Parce qu'ils n'étaient pas partie prenante de ces mouvements sociaux dont on a parlé. Donc, la création du département, ça a été à la fois un programme de cours et des activités mobilisatrices, si vous voulez, à la fois à l'intérieur du département et ensuite sur le terrain. Parce que même si on était, on poussait pour avoir des réformes, l'été, on avait tous la chance, la plupart d'entre nous, de faire du terrain. Que ce soit sur la Côte-Nord, que ce soit chez les Inuits, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Et on se retrouvait en septembre, et donc on continuait d'échanger là-dessus. Mais on bâtissait là-dessus. C'est comme ça que le mouvement étudiant s'est construit. Et c'est comme ça que le mémoire que j'ai évoqué plus tôt s'est construit aussi, de faire état de cette dynamique-là, de ce corpus d'activités qui nous permettait de construire le département. Permettez, je vais ouvrir le micro. Je voudrais ajouter un élément qui m'est venu à l'esprit pendant que Pierre parlait. Comme à l'époque, quand Pierre parlait, il me venait des idées à l'esprit. Le mot que je veux dire concerne nos alliés à l'intérieur de la faculté. Je pense que, de manière générale, les gens qui fréquentaient la faculté au quotidien nous aimaient bien, nous avaient à la bonne, nous, les étudiants. Pour les professeurs, je ne sais pas, mais pour les étudiants, ils nous aimaient bien. D'abord, on collait sur place. Notre quartier général, c'était le 54-56, qui est aujourd'hui occupé par le département d'économie, je pense. Mais allez voir les étudiants qui sont encore aux études, là. C'est toujours le même numéro, même si ce qui se passe dans la salle n'est plus du tout la même chose. Ça, c'était notre quartier général. Et on avait des antennes, si vous voulez, au 4e étage, parce qu'à l'époque, il y avait moins de professeurs que de locaux, au 3e, 4e, 5e, 6e. Et il y avait des petites salles. Ceux qui étaient là à l'époque se souviennent, il y avait des salles de 3 ou 4 fenêtres, alors qu'un bureau, c'est 2 fenêtres, sauf le bureau de la directrice, qui a 3 fenêtres. Dans ces petites salles-là, on se réunissait le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la fin de semaine, sans arrêt, on avait les clés, et puis on passait notre temps là. Le gardien qui, à l'époque, patrouillait le pavillon le soir et la nuit, ça n'existe plus aujourd'hui, nous aimait bien aussi. On lui offrait des cafés, il nous offrait des cafés, puis quand on voulait entrer dans un local, on avait oublié la clé, il nous ouvrait la porte, en prenant soin de s'assurer qu'on ne dise pas à ses supérieurs. Bref, ça allait bien de ce côté. L'appariteur de la faculté, M. Caron, nous trouvait pas mal courageux. Alors, ça lui arrivait de nous imprimer des affaires qu'il n'aurait pas dû nous imprimer, parce qu'on n'avait pas de bon de commande, parce qu'on n'avait pas de réquisition, parce que ci, parce que ça. Puis quand il ne pouvait pas le faire, il s'organisait pour qu'on puisse avoir accès à son équipement, ce qui était tout à fait précieux. L'équipement était
assez préhistorique là, par rapport à aujourd'hui. C'était des imprimantes à l'alcool, puis des imprimantes Gestetner là, qui tâchaient tout ce qui s'approchait de la machine. Mais on pouvait le faire. Ensuite, à la direction de la faculté, en commençant par le doyen Dubé avait un dilemme. D'un côté, il se disait pendant mon mandat, j'ai pas envie qu'il y ait une crise importante à l'intérieur de la faculté et qu'elle ne se résolve pas. D'un autre côté, il se disait ce serait pas mal bien si mon nom était associé à l'expansion de la faculté et à la création d'un nouveau département. En sciences politiques, on avait passablement d'alliés aussi. Pourquoi? Parce que, grosso modo, 15 ans plus tôt, la même chose s'était produite. Les gens de sciences politiques faisaient partie du département de sociologie de l'époque, qui s'appelait sociologie tout court, je pense. Et ils se sont séparés des sociologues pour créer le département de sciences politiques. Je pense que c'était en 1954. Et donc, les politologues, que l'on appelait politicologues à l'époque, trouvaient qu'on leur ressemblait un peu, alors ils nous trouvaient bons, parce qu'on leur ressemblait. Et le doyen a trouvé une façon de résoudre son dilemme en créant un comité qui a fait suite à l'occupation de son bureau et à l'éclatement de la crise 69-70. Il a créé un comité avec 3 politologues. Vincent Lemieux, Léon Dion et Gérard Bergeron, qui à l'époque n'étaient pas encore rendus à l'ENA. Alors, créer un comité pour examiner la situation de l'anthropologie à l'Université Laval avec 3 politologues, là, c'était un peu piper les dés pour qui connaissait assez bien la petite histoire de la faculté. Et ce qui devait arriver arriva. Le comité, unanimement, a recommandé la création l'abolition du département de sociologie et d'anthropologie et la création de 2 nouveaux départements, comme Pierre l'exposait tout à l'heure. Ce qui fait que sans ces alliés-là, les choses auraient été certainement plus difficiles pour nous et probablement plus longues aussi. Évidemment, je ne reviens pas sur les fers de lance qui étaient les 3 nouveaux profs, là, Renaud, Pierre et Paul, parce que eux, ils étaient tout feu, toute flamme. Renaud, je ne sais pas quand il avait traversé l'Atlantique, mais peut-être avait-il vu mai 68 à Paris. Je ne m'en souviens pas s'il était rentré au Québec à ce moment-là, mais il sortait de Paris à cette époque-là. Pierre arrivait de je ne sais plus où, mais il était d'Angleterre. Il était tout feu, tout flamme aussi. Et Paul est arrivé un petit peu plus tard. Alors, c'était des forces vives nouvelles qui arrivaient quand Paul est débarqué, là, puisqu'il a rapidement décodé ce qui se passait et joint le mouvement. Alors, nous, les étudiants, pour résumer mon topo, on savait qu'on avait l'appui de l'agent de sécurité, de la paritaire, peut-être l'appui du décanat, certainement l'appui de plusieurs professeurs de sciences politiques et l'appui de ce qui devenait 50% du corps professoral du département, l'appui affirmé. On ne pouvait pas perdre. Là, il suffisait d'abattre les cartes de la manière la plus intelligente possible. Et c'est sans compter l'appui d'un prof de sociologie, Paul Bélanger, qui vraiment s'est joint. Il y en avait un autre? Oui, il y en avait une, dont j'oublie le nom, qui n'avait pas un statut permanent, qui n'a pas signé la pétition. Mais elle était non pas un assistant, comme on l'appelait, mais une professeure assistante. Et participe des manières. Renaud vient de mentionner quelque chose d'important. Effectivement, il y a une pétition qui a circulé auprès de l'ensemble des étudiants. Et en sociologie, il y a seulement Paul Bélanger et une autre prof qui ont appuyé la création du département. Évidemment, les gens de sciences politiques aussi. Il faut comprendre aussi que Vincent Lemieux avait fait un doctorat en anthropologie politique avec Claude Lévi-Strauss. Donc, lui était déjà vendu à l'anthropologie. C'était pas compliqué. Mais toujours est-il que le comité a fait un travail quand même relativement objectif, si on peut dire, dans les circonstances, malgré
la sympathie qu'il pouvait éprouver pour le département, mais aussi parce que le mémoire qu'on avait travaillé, puis je regarde Paul et Serge et Renaud en particulier qui ont contribué, était vraiment très étoffé. J'imagine que Samuel a eu l'occasion de le consulter. Moi, je l'ai recherché dans mes caisses et je ne l'ai pas retrouvé. Renaud en a gardé une copie. Mais ce fameux mémoire traçait des grandes lignes historiques que Michel a relatées avec plus de détails, mais qui montraient que ce mouvement-là était irréversible. Et que ça faisait une fleur à l'université aussi d'avoir un département d'anthropologie aussi dynamique. Parce que, bien sûr, il y avait Montréal, mais on en entendait moins parler un petit peu. C'était plus discret, puis c'était plus concentré aussi dans des secteurs comme l'anthropologie physique, l'archéologie. Il y avait des forces là qu'on n'avait pas ici, mais du côté de l'anthropologie sociale et culturelle, il y avait vraiment des forces qui étaient en train de s'installer. Et le fait, M. Dubé, le doyen, a très vite compris qu'en créant le département, il ne se nuisait pas, au contraire, que ça donnerait même des atouts. Je sais que Renaud n'est pas tout à fait à l'aise, d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a eu de ça un peu dans le fait qu'il ne s'est pas non plus objecté de façon drastique au fait qu'on crée le département. Et ça n'a pas du tout mis à l'image de l'université, en tout cas. Ça, c'est clair. Je voudrais amener 2 ou 3 points qui vont ajouter à ce qui vient d'être dit. Le premier point, c'est que les années 60, c'est la période pour la revision complètement du régime d'enseignement au Québec, le rapport parent. Alors, il s'est produit à ce moment-là, à l'Université Laval, un comité qui a été créé pour revoir les méthodes pédagogiques, les structures administratives de l'enseignement. Alors ça, c'était l'arrière-plan. Un arrière-plan qui favorisait et défavorisait la création de départements. Dans la mesure où favorisait parce que les départements tels que nous l'entendions, c'était des départements qui n'étaient pas là, 150% reliés seulement à la discipline. C'était des départements qui introduisaient graduellement des rapports interdisciplinaires à l'intérieur même des départements. Ça, c'est un facteur important. Mais le facteur défavorisant, c'était le fait qu'à cette occasion-là, on en a profité à Laval pour éliminer des départements qui n'étaient pas efficaces. Alors, notre département a été créé durant cette période-là, imaginez. Mais par contre, ce qui était très fort pour nous, c'était les autorités, pas le doyen comme tel, mais tous les autres seniors étaient favorables à quelque chose de cette nature-là parce que ça remettait en cause, ça ramenait sur la table des éléments qui étaient déjà dans les esprits, mais pas clairement exprimés. En tout cas, c'était une période, j'ai écrit un article sur la création du département, plusieurs, mais un entre autres qui parle des circonstances de la création du département. Je ne vais pas jusqu'à mentionner que mon bureau a été occupé par un collègue. Il n'était pas méchant. Il était dissident. D'une certaine façon, c'est sûr que moi, je n'étais pas ouvertement pour la création d'un département immédiatement. J'avais des réticences parce que ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'Université Cornell. Là, les départements, quand ils existaient, c'était 35, 40, 45 personnes. Alors nous étions même pas une demi-douzaine de profs pour vouloir monter un département à programme. Ce qui nous a sauvés, c'est les périodes antérieures où il y avait eu de la recherche empirique. Chaque professeur ayant ses recherches subventionnées
engageant des étudiants pour, dès la première année de leur arrivée à l'université. Ça, c'est un facteur qui a décontenancé complètement à Montréal, qui était, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années avant nous. Ils ont fondé leur département en 1960 avec l'archéologie, avec la linguistique et l'anthropologie culturelle. En 60, c'était déjà fondé, nous autres, on était à ce moment-là encore au département de sociologie et d'anthropologie, une version très minime d'enseignement. Je donnais quelques cours, je ne peux pas en donner plus que 3 au trimestre. En tout cas, je voulais ajouter ça comme élément. C'était un contexte très intéressant parce qu'il y a eu le rapport parent. Il y a eu à l'Université Laval un régime pour complètement, non pas détruire le département, mais permettre qu'à l'intérieur des unités disciplinaires, qu'il puisse y avoir des rapports internes, comme établir des départements. Je me souviens qu'en 1970, on a établi, je pense, un 3e cours interdisciplinaire, le doctorat, pas en chimie, mais doctorat, en tout cas une application qui était reliée c'était, en tout cas, je ne me souviens pas, c'était un programme de doctorat qui était créé à ce moment-là, et qui était complètement interdisciplinaire. Alors ça, c'est important à retenir parce que ça a favorisé la recherche empirique. Là, on avait une avance sur Montréal. Il y avait les autres, ils avaient des profs très calés, mais ne faisaient pas encore, étaient d'origine française, mais ne faisaient pas encore de regroupement avec les étudiants, de telle sorte que ça n'a pas fonctionné comme ici. Ici, c'était beaucoup plus... il y avait une ouverture d'esprit, je pense, qu'à Montréal, il n'existait pas de la même manière, ça existait. En 1970, le doyen de la faculté des sciences sociales a établi un poste de vice-doyen. Il l'a fait pour gérer à l'intérieur de la faculté de la manière qui était définie, je pense, d'une façon assez démocratique. Gérer la recherche qui se passait, parce qu'il y a 4 départements, une école. Alors, c'est une très grosse affaire. Et j'ai été l'heureuse personne choisie pour travailler à monter la pratique de l'administration de la recherche à la faculté. Dès le départ, sous l'influence de M. Tremblay, on faisait du terrain. Dès notre 2e année, à l'époque, on n'était pas nombreux, dès la 2e année, on faisait du terrain, ce qui est assez unique. Et ça a créé ça a tissé des liens très serrés qui ont fait qu'on s'est tenu par la suite. Lorsqu'il a fallu se battre pour le département, on s'est tenu et on capitalisait là-dessus. Mais la plus grande force que le comité d'évaluation a fait ressortir, c'est la force de la recherche. Et quand on comparait le département d'anthropologie aux autres départements, ça c'est plusieurs années plus tard, là, sur les volumes de recherche, toute proportion gardée, le département était en haut de la liste, continuellement. Donc ça, c'est un des points forts qui a certainement contribué. D'abord, on remercie pour la correction quant à la confusion des Dion tout à l'heure. Et je crois que la confusion tient à ce que peut-être 4 ou 5 fois, Léon Dion, dans le corridor du 4e étage, me disait, pendant que le comité travaillait, j'allais l'avoir à votre département, j'allais l'avoir à votre département. Alors, j'ai probablement confondu Gérard et Léon quand est venu le moment de parler de la composition du comité, puisque, au nom de quoi pouvait-il me dire ça en tant que professeur tout court? Moi, j'ai cru qu'il était dans le secret des dieux du comité. Le point que je veux signaler n'a rien à voir avec ça, mais se situe dans la foulée de ce que M. Tremblay disait tout à l'heure. Enfin, pas dans la foulée, ça précède le point que faisait valoir M. Tremblay. C'est que
Le milieu des années 60 au Québec, c'est aussi l'époque de l'ouverture du Québec sur le monde. C'est l'époque de l'Expo 67. Moi qui terminais mes études classiques à Montréal au printemps 67, j'ai respiré la poussière des trous que creusait le maire pour les différents chantiers, pour créer l'île Notre-Dame, pour créer le métro, etc. Et cette ouverture sur le monde que symbolisent les 6 mois de l'Expo 67, de l'Exposition universelle 1967, je pense que la majorité des citoyens du Québec le ressentaient à cette époque-là. Et arriver étudiant en anthropologie, c'était occuper une position assez privilégiée sur ce plan-là, puisque les anthropologues avaient, d'une certaine façon, et à tout le moins à leurs yeux, un peu le monopole de l'ouverture sur les autres, puisque c'était les spécialistes des autres. Et c'était particulièrement le cas à l'Université Laval, parce qu'au département de sociologie, il s'était centré sur le Québec, notamment sur différentes régions du Québec. Le BAIQ étant peut-être celui que l'on rappelle le plus souvent. Alors, dans cette espèce d'émulation entre les sociologues et les anthropologues, pour dire les choses de manière courte, on avait le monde de notre côté, alors que les sociologues avaient le reste du Québec de leur côté. On avait donc une masse critique intéressante à faire valoir dans les propos que l'on tenait. Merci beaucoup à tout le monde. S'il y a des gens qui veulent, je sais qu'il y a une conférence à 14h30, que je veux pas retenir personne. Je vais quand même dire 2-3 mots pour conclure, puis ajouter peut-être à vos apports importants. D'une part, on l'a mentionné, l'importance de la recherche empirique et puis des projets de recherche qui étaient les 4 projets qu'on retrouvait à la fin des années 60 ont eu une importance énorme sur la décision aussi de la création d'un département d'anthropologie, parce qu'il y avait vraiment des projets de recherche qui étaient présents, des subventions, des professeurs qui étaient déjà docteurs en anthropologie, ce qui n'était pas le cas nécessairement en sociologie. Il y avait donc là un paquet de facteurs plusieurs facteurs qui ont donc contribué à l'émergence. Mais je voudrais souligner aussi l'émergence, évidemment, la part des étudiants, du mouvement étudiant après la grève et les occupations de 68. C'est après ce moment-là que s'est formé un conseil de section en anthropologie avec la part des nouveaux professeurs qui arrivaient et l'insistance que mettaient ces nouveaux professeurs à avoir la participation des étudiants qui eux, la demandaient depuis l'automne au moins. Et donc, il y avait un espace qui était là, un espace paritaire, vraiment, on l'a dit, de professeurs et d'étudiants, donc sur un conseil de section. Il y avait des comités pédagogiques, il y avait une participation des instances politiques et des instances administratives qui faisait partie justement de ces demandes d'étudiantes-là et du mouvement plus large de participation politique. Et d'ailleurs, c'est ça, la participation de Pierre Joubert, qui était qui était sur le conseil, Serge, qui était également sur le conseil de section, les professeurs, d'autres étudiants également. Donc, c'était particulièrement important. Et puis, ensuite, la pétition des sociologues qui demandait, comme Michel me disait en entrevue, c'était comme un cadeau pour les étudiants quelque part, cette pétition des sociologues-là, puisque on disait « prenez votre autonomie, prenez votre souveraineté ». On poussait quelque part dehors les anthropologues, mais évidemment, c'était dans une situation qui pouvait être difficile à tenir, mais il y avait quand même
Donc, quelque chose qui donnait un espace